Bonjour, bienvenue. L'atelier va commencer dans quelques minutes. En attendant tous les participants, je vous invite peut-être à nous envoyer un message, nous laisser savoir d'où vous participez aujourd'hui. J'offre aussi mes excuses. J'ai des chats à la maison et il me semble qu'ils veulent aussi participer. Donc, vous avez l'option d'envoyer un message. Laissez-nous savoir où vous êtes aujourd'hui, d'où vous participez. Vous pouvez aussi préparer vos bols, vos cuillères, les ingrédients. Il va aussi falloir avoir un couteau, une tôle à biscuits. Et comme j'ai mentionné, on va commencer dans à peu près 2 minutes. Je vois qu'on a quelqu'un qui est à Gatineau. Bienvenue. J'imagine qu'il y a du monde qui participe peut-être de la région de Montréal ou autre dans la région de l'Outaouais. Est-ce que vous cuisinez pour le temps des fêtes? Peut-être vous avez une recette préférée, traditionnelle du temps des fêtes. Moi, je sais que c'est pas Noël si j'ai pas sucre à la crème. Absolument essentiel pour célébrer Noël. Bon, je crois que tout le monde est là. Bienvenue à notre atelier Cuisiner pour la victoire, inspiré de l'exposition spéciale Vie transformée, récit de la Seconde Guerre mondiale, présenté par le Musée canadien de la guerre. Je m'appelle Catherine et je suis gestionnaire de l'expérience du visiteur au musée. Et je suis aussi pas cordon bleu, mais quelqu'un qui aime cuisiner, confectionner surtout des pâtisseries, des biscuits et des gâteaux. Je vous accueille de ma cuisine chez nous à la maison. Je travaille toujours à la maison, comme j'imagine la plupart d'entre vous. Et tout comme le Musée canadien de la guerre à Ottawa, j'aimerais souligner que ma maison est située sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Je suis reconnaissante pour leur rôle en tant que gardienne et gardien de ce territoire. J'aimerais aussi mentionner que nous avons avec nous ma collègue Jessica, qui est là sous le nom de Musée canadien de la guerre, et elle va nous aider avec les questions, les commentaires, le fonctionnement technique de l'atelier aujourd'hui. Avant qu'on se roule les manches et commence à cuisiner, voici comment l'atelier va se dérouler. Il y a bien sûr la préparation de la recette, les carrés aux fruits outre-mer, mais nous aurons aussi la présentation de quelques courts vidéos de notre collègue, l'historienne du musée, Stacy Barker, qui est particulièrement intéressée dans la nourriture, l'expérience du front domestique pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a aussi travaillé sur l'exposition spéciale Vie transformée. Comme j'ai mentionné, vous avez accès en tout temps aux questions et réponses. Donc, si vous avez une question au sujet de l'histoire ou peut-être les étapes de la recette, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte questions et réponses. Si vous voulez partager un message en privé avec nous, il y a aussi la fonction message ou chat si vous suivez avec une version de Zoom en anglais. On veut aussi vous aviser que le volume sur les vidéos est un peu faible, donc je vais répéter le contenu que Stacy va partager avec nous. Soyez à l'aise à poser une question. Bon,
pourquoi cet atelier et pourquoi moi, puisque je suis gestionnaire et pas chef et certainement pas cordon bleu. Mais c'est parce que j'adore cuisiner. Je suis connue comme la personne au bureau qui apporte toujours des biscuits et au temps des fêtes, je fais énormément de desserts. Mais cette année, c'est un peu différent. Je ne serai pas avec ma famille au cours des fêtes. Je prépare au lieu des biscuits pour envoyer, pour laisser sur les portes des voisins. Donc, c'est vraiment différent. Mais quand même, à chaque fois, je commence une recette, surtout au temps des fêtes, ça me rappelle des traditions, ça me rappelle la famille, ça me rappelle la personne qui aurait partagé cette recette avec moi. Et j'adore aussi l'histoire. On peut tellement apprendre en étudiant le passé, à explorer les récits de ceux qui ont vécu pendant des périodes difficiles. Et il y a vraiment des liens entre ce que nous vivons maintenant en temps de pandémie et avec ce qu'ils ont vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Comme j'ai dit, la séparation des gens, des proches, d'amis, le fait qu'on doit de temps en temps se priver de certaines choses durant les temps de guerre et aussi qu'en pandémie. Donc, ces liens sont là et le fait qu'on a découvert ou redécouvert des recettes de la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment une invitation à faire de l'histoire, à goûter à l'histoire. Donc, c'est ça, c'est apprendre un peu les leçons du passé et faire des comparaisons avec ce que nous vivons actuellement. Alors, notre recette. Comme j'ai dit, la recette, c'est les carrés aux fruits outre-mer. La recette est tirée d'un livre en anglais, donc le titre en anglais de cette recette, c'est Overseas Fruit Bars. Pourquoi cette recette en particulier? Bon, il y a plusieurs raisons. On a plusieurs livres de recettes dans les collections du Musée canadien de la guerre qui datent de la Seconde Guerre mondiale et on a trié certaines recettes et j'en ai essayé à peu près une douzaine avant finalement d'arriver avec cette recette. Il y en avait parmi les recettes que j'ai essayées qui étaient vraiment moins bonnes, certaines qui étaient comme correctes et finalement, celle-là qui, très important, ça goûte bon. C'est assez facile à faire avec des ingrédients assez communs, assez accessibles. Et aussi, le fait qu'il y a cet aspect outre-mer, overseas. Donc, il y a vraiment un lien très, très tangible avec ce que vivaient les gens durant la Seconde Guerre mondiale. Mais quelles sont les origines exactement et de quel livre de recettes est-ce que cette recette provient? Bien là, c'est Stacy Barker qui va nous expliquer un peu les origines de cette recette. Bonjour, nous avons trouvé cette recette dans un livre de recettes publié en 1942 par une école secondaire à Fredericton, en Nouveau-Brunswick. Des recettes comme ceci étaient vraiment populaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci, par exemple, a été également publié dans plusieurs journaux canadiens. Je ne sais pas exactement d'où vient cette recette, mais je sais que pendant la guerre, des experts en économie domestique collaboraient avec le ministère fédéral de l'Agriculture à cette recette pour trouver celle qui serait idéale pour la cuisson en temps de guerre. Il est bien possible que ce soit l'un d'entre eux. Ils sont appelés des barres de fruits à l'étranger car ils ont été envoyés aux militaires. Si on voulait les inclure dans un colis de Noël pour un soldat à l'étranger, il fallait l'envoyer bien avant Noël, même le début de novembre. Puis aussi, il ne faut pas oublier que les Canadiennes et Canadiens auraient fabriqué ces pâtisseries avec leur propre ration. Donc, recevoir quelque chose fait maison signifiait beaucoup. Des gens restaient au pays
avaient sacrifié leur part par générosité. C'était un marque d'affection et un geste de soutien. Alors, comme j'ai dit, on sait que le volume est un peu faible sur les vidéos de Stacey Barker. Alors, si vous avez peut-être manqué un détail, laissez-nous le savoir avec des questions, des commentaires. Comme elle a dit, c'est une recette qui vient d'un livre publié en 1942 du Nouveau-Brunswick. Commençons la cuisson. Préparons nos ingrédients. Nous allons commencer avec les fruits et les noix. À mentionner que la recette et les étapes que nous allons suivre sont très fidèles à la recette de 1942. Si je propose des modifications, je vais vous laisser savoir. Il ne faudrait pas oublier de préchauffer le four. Je conseille 375 degrés. Alors, première étape, on met les raisins secs dans un bol. Plusieurs des recettes que j'ai essayées du temps de guerre ont des raisins secs et je crois parce que c'est quelque chose qui était facile à obtenir, mais aussi ça ajoute un goût sucré, surtout que le sucre était parmi les ingrédients rationnés durant la guerre. Au raisin sec, on ajoute l'écorce de citron confit. C'est 3/4 de tasse. Et des noix hachées. Moi, j'utilise des noix de Grenoble, mais dans la recette, ce n'était pas spécifié quel genre de noix et les noix étaient indiquées comme optionnelles. Moi, j'aime le goût. On mélange les noix, les fruits, l'écorce ensemble et à cela, on va ajouter notre liquide. Dans la recette, c'est intéressant parce qu'on avait l'option du jus d'orange, comme moi, ou du sirop conservé d'une boîte de fruits. Puis je crois que c'est un indice que les gens étaient encouragés de conserver, sauvegarder et de ne rien gaspiller. Avec le jus d'orange, on ajoute la vanille, une cuillère à thé, voilà. Je vais mélanger les fruits et noix. C'est vraiment des saveurs et des arômes qui me fait penser tant des fêtes. Je ne pense pas que j'utilise ce genre d'ingrédients, surtout l'écorce dans les recettes que je fais normalement durant le printemps ou même l'été. Ça fait très Noël. On met ça de côté pour l'instant et là, c'est la préparation des ingrédients humides. On commence avec le beurre. C'est une demi-tasse de beurre ramolli. C'est plus facile. Et à cela, on ajoute une tasse de sucre. La recette ne spécifie pas de sucre blanc ou de cassonade. Vous pouvez utiliser selon vos goûts. Puis, vous avez peut-être remarqué que moi, je fais tout à la mitaine. Je pense que c'est un peu dans l'esprit de l'époque des années 40, mais si vous préférez utiliser un batteur électrique, allez-y. Pendant que je mélange le beurre et le sucre, on veut que ça soit vraiment bien intégré, très lisse. Cela m'a fait penser aux ingrédients qui étaient rationnés au Canada durant la Seconde Guerre mondiale. Comme j'ai dit, j'ai essayé à peu près une douzaine de recettes et la plupart des recettes que j'ai essayées n'avaient pas de beurre. Au lieu de beurre, il y avait souvent du shortening ou encore du gras de bacon ou même de poulet.
Puis j'avoue que le gâteau que j'ai essayé fait avec le gras de bacon était vraiment, mais vraiment pas bon, assez dégueulasse même. Alors, utiliser une recette qui a du beurre, c'est mieux pour nos goûts modernes, disons. Et souvent, les recettes, au lieu de sucre, emploient du miel, du sirop de maïs ou du sirop de poteau. Et ça encore, je trouvais que ça changeait trop la texture des recettes et n'avait pas nécessairement un très bon goût. Mais pour en apprendre un petit peu plus sur le rationnement au Canada durant la Seconde Guerre mondiale, on va encore montrer une courte vidéo de Stacy et je vais travailler sur le beurre et le sucre pendant ce temps-là. Au cours de la guerre, le Canada a rationné le sucre, le beurre, le thé et le café, les produits à tartiner sucrés comme les confitures, la mélasse, le sirop d'érable et la viande. Ces éléments ont été rationnés parce que le Canada alimentait l'effort de guerre. Nous avons envoyé à la Grande-Bretagne des immenses quantités de bacon, fromage, du beurre et bien d'autres choses. Le Canada devait aussi nourrir nos militaires et également tous les travailleurs et travailleuses sur le front intérieur. Cette recette ici utilise une demi-tasse de beurre ou environ 4 onces. Donc, si vous le faisiez en 1944, quand la ration était 6 à 7 onces par personne par semaine, vous utilisez une portion importante de votre ration. Il fallait aussi une tasse de sucre qui représentait également un part important de la ration hebdomadaire. C'est assez bien intégré, comme vous voyez. Prochaine étape, c'est l'œuf. Au lieu de battre légèrement l'œuf dans un autre bol, moi, ce que je préfère faire, c'est mettre le beurre et le sucre à côté et je mélange dans le même bol. Question de ne pas faire trop de vaisselle. Alors, on bat légèrement l'œuf avant de l'intégrer avec le beurre et le sucre. Je trouvais ça très intéressant que les Canadiens et les Canadiennes n'avaient pas accès à autant de sucre, et que les autres façons de rendre un goût plus sucré au dessert, comme les fruits, comme les différents sirops, étaient favorisés davantage durant ce temps-là. C'est intéressant parce que de voir les recettes en temps de guerre où ils étaient surnommés sans sucre, mais que quand même il y a une tasse de sirop d'érable. Pour eux, le sirop d'érable n'était pas de sucre nécessairement, mais c'est quand même très sucré. Alors, on voit que maintenant, c'est assez lisse, c'est quand même onctueux. On passe maintenant aux ingrédients secs. Et j'ai une précision assez importante à faire pour les ingrédients secs. Et c'est dans la liste d'ingrédients, peut-être vous avez remarqué qu'on précisait du levure. En fait, c'est du poudre à pâte. Je sais que techniquement, c'est une bonne traduction pour baking powder, mais moi, je connais surtout ça par poudre de pâte. Donc, peut-être aller chercher du poudre à pâte pour remplacer le levure si vous avez choisi l'autre genre de levure. Bon, pour les ingrédients secs, moi, je les ai préparés à l'avance, mais comme rappel, ce qu'on a dans les ingrédients secs, nous avons 2 tasses et quart de farine tout usage,
une quart de cuillerée de sel, une cuillerée à thé de cannelle, une cuillerée de thé de poudre de pâte, une demi-cuillerée de bicarbonate de soude. Là, les recettes des années 40 que j'ai essayées souvent demandent de tamiser les ingrédients secs ensemble et j'ai pas de façon naturelle de tamiser, mais moi, j'utilise ceci. C'est pas une étape essentielle pour le succès de la recette. Je l'ai essayé sans faire cette étape, puis ça a quand même très, très bien fonctionné. Mais dans l'esprit de la recette originale, cela aide à incorporer les épices avec la farine. Voilà. Et maintenant, on ajoute les ingrédients secs aux ingrédients humides, tout à la fois. Et on mélange jusqu'à, ça va paraître un peu comme des miettes, un peu comme une pâte pour des sablés. La pâte est assez sèche à cette étape et c'est normal. Comme j'ai dit, j'ai fait plusieurs essais de recettes, puis j'aimerais peut-être vous raconter un gros succès, puis des moins bons. Il y avait un gâteau qui s'appelle Bermuda Cake ou gâteau Bermuda. Aucune raison, aucune idée pourquoi. Ce n'est pas une recette ou un type de gâteau que je connaissais avant. Et la raison pour laquelle que j'ai essayé ce gâteau-là, c'est parce qu'il y avait un ingrédient qui m'intriguait. Des épices, encore des raisins secs, farine, rien d'extraordinaire, du shortening au lieu de beurre dans ce cas-là. Mais parmi le sucre, cannelle, les épices, il y a la recette demande pour une boîte de soupe aux tomates condensées. Eh bien, il fallait absolument l'essayer. J'avais mes doutes, puis en préparant la pâte, j'arrive à l'étape où il fallait ajouter la soupe. Je l'ouvre, puis vous pouvez imaginer que ça sortait de la boîte comme dans une boule, puis c'était vraiment, il n'y avait pas l'air appétissant, disons, mais quand même, je l'ai préparé, beaucoup d'épices, beaucoup de raisins secs, des noix aussi. Puis la pâte avait une couleur rouge, mais pas rouge vive. Et quelle surprise! Le gâteau est exceptionnellement bon. Légèrement épicé, aucun goût de tomate. Je l'ai servi à la famille sans leur dire ou sans leur prévenir qu'il y avait de la soupe aux tomates dans la recette, puis ils ont adoré. Je pense que ça a aidé quand même à garder le gâteau moelleux, un peu sucré, parce que quand même les tomates, c'est assez sucré. Donc, une très belle découverte. Moins bon, du côté moins bon, c'était le gâteau, puis en anglais, le titre, c'est le titre qui m'a attirée parce que c'est A Man's Cake, un gâteau pour un homme. Eh bien, un titre assez intéressant. J'ai de la difficulté à croire qu'on aurait un gâteau ainsi intitulé de nos jours. Mais comme j'ai dit, j'étais intriguée, je l'ai essayé, puis j'ai essayé d'être le plus fidèle à la recette possible. Donc, au lieu de beurre ou de shortening, il fallait utiliser une demi-tasse de gras de bacon. Donc, j'ai cuit un livre de bacon. On en a mangé du bacon cette journée-là.
Alors, j'avais la demi-tasse de gras de bacon, aux autres ingrédients, comme j'ai du sucre, farine, encore des raisins secs, toujours des raisins secs, mais au lieu d'une belle découverte, le gâteau était, il n'y a pas d'autre façon de dire, dégueulasse. Comme couleur, ça n'avait pas comme bruni. C'est comme si ça n'avait pas cuit. C'était pâle, pâle, pâle. Puis j'ai essayé de le couper, puis c'est rendu en miettes, mais quand même avec de la graisse. Aucune autre façon de dire je ne le ferai pas encore. Alors, comme vous voyez, maintenant, tout est bien intégré. Comme j'ai dit, c'est assez sec. C'est des miettes un peu comme des sablés. Et c'est pour cela qu'on avait besoin de la liquide qu'on avait ajouté avec les fruits et noix. Donc maintenant, finalement, on ajoute liquide, fruits et noix. Je mets tout ça dans le bol. Et on mélange encore. Et vous allez remarquer que la pâte va commencer à former. On va être bientôt capable de travailler avec la pâte avec nos mains. Est-ce que vous avez déjà essayé des recettes surprenantes avec des ingrédients bizarres? J'ai partagé mes expériences avec le gâteau Bermuda avec la soupe. Puis quelqu'un m'a dit, ah ben, ma belle-mère en faisait un gâteau au chocolat avec la mayonnaise. Donc, ça paraît qu'il y a des gâteaux qui sont faits avec des ingrédients un peu surprenants qui quand même donnent de très bons résultats. On est presque prêt. Là, maintenant, vous allez avoir besoin d'une surface pour travailler et un peu de farine parce que nous allons maintenant transférer la pâte sur une surface avec la farine. J'ai une planche à couper avec du papier parchemin, la farine et on transfère sur la planche. C'est pas grave si on perd un petit peu de la pâte. Une chose très intéressante de cette recette, et je crois que c'est parce que c'était conçu pour être envoyé outre-mer aux soldats qui servaient peut-être en Angleterre, c'est que les instructions sont très, très précises pour les dimensions des carrés. Donc, on va étendre la pâte pour arriver à un rectangle qui mesure, puis je répète, c'est des instructions qui viennent directement de la recette et c'est très précise quant aux dimensions. Et c'est pour cela que j'ai de règles. On vise une épaisseur de 3/4 de pouce, donc à peu près 2 cm, une largeur de 12 pouces, alors à peu près 30 cm. Alors, il faut travailler. Moi, je mets un petit peu de farine sur mes mains pour éviter que ça colle trop. Et ce ne sera pas la fin du monde si vous n'arrivez pas exactement aux dimensions exigées par la recette, parce que je crois qu'on a manqué la date limite pour envoyer en Angleterre, qui était le 1er novembre, si on était durant la guerre.
Ah, une très bonne question. Si je savais que le papier parchemin n'existait pas durant la Seconde Guerre mondiale, oui, en fait, je savais cela parce que pendant tout le travail de préparation que je faisais, j'ai consulté à plusieurs reprises ma mère et autres pour parler tout justement de leurs souvenirs du front domestique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ma mère était en fait, elle n'était pas née, mais mon père était très jeune et j'avais d'autres membres de ma famille qui gardaient quand même des souvenirs de comment les gens cuisinaient à l'époque. Et oui, en fait, utiliser surtout du papier ciré s'il y en avait. Et pour moi, c'est pas un essentiel à la recette, c'est une technique que j'utilise pour faciliter le nettoyage après. Alors, je pense qu'on est presque rendu aux bonnes dimensions. Là, vous allez avoir besoin d'un couteau ou quelque chose pour couper, ainsi que votre tôle de biscuit pour transférer. Pour le tôle de biscuit, on met un peu de graisse par-dessus. Puis ça, c'est une astuce que j'ai appris de ma mère et de ma grand-mère, mais que quelqu'un me l'a mentionné l'autre jour, que c'est une habitude qu'elle avait prise de sa mère, qui l'avait commencé durant la guerre, qu'on conserve tout, on ne gaspille rien. Donc, vous voyez ici, c'est le papier de l'emballage de mon beurre. Le tôle de biscuit est préparé. Là, on passe à couper les barres. Puis ça, c'est dans la recette. Et encore, on suit les dimensions exigées. Donc, on cherche à faire des barres d'à peu près 1 pouce. Moi, je ne suis pas exacte, mais si vous voulez être très exact, visez à peu près 1 pouce et demi de largeur, comme ça. Et on veut avoir 5 morceaux. Donc, on coupe en 5. Et maintenant, on transfère les morceaux sur le tôle. Puis pour la température de cuisson et le temps, quelques observations et recommandations. La recette indique une température de 400 degrés pour de 15 à 20 minutes. J'ai essayé la première fois à 400 degrés. J'avais l'impression que c'était un peu chaud et un peu long. Mais je l'ai quand même essayé. Les résultats, après, j'ai sorti les barres après 15 minutes à 400 degrés. C'était quand même bon, mais c'était plutôt sec, un peu foncé et un peu dur. Certaines personnes qui ont essayé la recette comme ça ont beaucoup apprécié la texture et le goût, mais j'avoue que c'était un peu trop foncé et un peu trop dur pour moi. Alors, j'ai essayé la recette à 350 degrés et c'était un peu trop mou, pas assez cuit. Alors, je recommande 375 degrés pour à peu près 12 à 14 minutes. Mais ce n'est qu'un conseil parce que le temps de cuisson, la température du four, ça varie tellement de personne
à personne. Donc, c'est vraiment une question de goût. Je recommande 375 degrés et je vise à peu près 14 minutes à vérifier si ça commence à devenir doré et que la surface ne paraît pas mouillée. Donc, on veut quand même que ça soit assez sec et que ça commence à devenir un petit peu plus doré. C'est presque le temps de mettre les barres au four. Je vois qu'on a quelques questions. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. La question, comment est-ce que nous avons trouvé cette recette? Oui, en fait, le Musée canadien de la guerre, dans sa bibliothèque, dans ses collections de livres rares, possède plusieurs livres de recettes publiés durant la guerre. Il s'agit de dépliants publiés par le gouvernement qui encourageaient surtout les femmes à cuisiner de façon saine, de conserver le gras, de réduire le sucre. Donc, des astuces, des nouvelles recettes, des moyens de conserver et d'éviter le gaspillage. Mais il y a aussi dans nos collections des livrets ou des livres de recettes publiés par des organismes, des groupes communautaires, des paroisses même. Et cela avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était vraiment le partage de recettes, le partage d'astuces de comment faire avec les moyens de bord, mais aussi, il y avait l'objectif de faire des levées de fonds. Souvent, les levées de fonds étaient pour les soldats outre-mer. Et la recette que nous avons fait ensemble aujourd'hui, Les Carrés, provient d'un tel livre. Le livre a été publié par une école secondaire au Nouveau-Brunswick avec l'intention de faire un levée de fonds pour les garçons de cette école qui servait déjà dans la guerre. Et sur la page couverture de ce livre de recettes, c'est très intéressant, ils ont noté exactement le montant qu'ils ont réussi à lever. Ils ont réussi de vendre assez de livres de recettes pour cueillir 2000 $. Donc, 2000 $, c'est quand même impressionnant, mais j'ai fait la calculation pour voir qu'est-ce que ça aurait donné dans notre argent aujourd'hui, puis ça monte à peu près 30 000 $. Donc, le petit livret de recettes partagées par surtout les femmes de cette collectivité a réussi de lever à peu près 30 millions de $. C'est quand même assez exceptionnel. Alors, comme j'ai dit, c'est le temps de mettre notre belle recette au four pour à peu près 14 minutes. Et nous sommes presque à la fin de notre atelier. Par la magie de la technologie, j'ai des barres déjà fait vous montrer. Alors voilà, vous avez l'idée que c'est légèrement doré, puis ça donne comme une barre qui est assez ferme, mais quand même très savoureux. Ça serait très apprécié sur nos plateaux de biscuits, de carrés, de desserts pendant le temps des fêtes, à partager peut-être de façon sécuritaire avec nos voisins. J'aimerais vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui et j'aimerais aussi mentionner que le Musée de la guerre est ouvert. L'exposition spéciale Vie transformée est maintenant dans notre galerie McCrae et disponible jusqu'en 2021. Je vous invite, si vous êtes de la région, d'aller faire un tour. Ça vaut tellement la peine. C'est des récits exceptionnels. Aussi, à mentionner que notre atelier aujourd'hui a été le premier dans une série d'ateliers comment faire avec les moyens de bord.
Alors, surveillez notre site web, Facebook, Twitter, Instagram pour voir des nouvelles de nos ateliers à venir. Encore une fois, je vous remercie. J'espère que vous allez aimer vos carrés aux fruits outre-mer. Bonne journée et joyeuses fêtes!